Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, cofondateur de la Maison des Mandataires. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre émission Dans la tête d'un top vendeur qui, comme son nom l'indique, vous invite à découvrir un conseiller immobilier ou une conseillère immobilière, un mandataire, un agent immobilier qui, par ses performances souvent exceptionnelles, par son parcours, par ses techniques, par ses méthodes, a forcément quelque chose d'intéressant à vous apprendre, à partager avec la communauté des mandataires, avec la communauté de la Maison des Mandataires Immobiliers. Et je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui à Lyon. Vous savez que la Maison des Mandataires est basée à Paris, mais on se déplace très volontiers à votre rencontre. Aujourd'hui, c'est à Lyon qu'on se déplace pour rencontrer Benjamin Gachet. Bonjour Benjamin. Bonjour Vincent. Du réseau Keller Williams. On vous dira tout, mais Keller Williams, c'est maintenant un réseau bien connu des gens qui nous suivent et qui sont abonnés à notre newsletter. Mais Benjamin vous réexpliquera le format et comment ça fonctionne chez Keller Williams. Avant de poser la première question à Benjamin, vous rappelez que cette émission, Dans la tête d'un top vendeur, se fait toujours en 2 parties. Je vais d'abord interroger Benjamin, le mandataire, le conseiller immobilier, son parcours, son arrivée chez Keller Williams. Vous verrez ses techniques, ses méthodes, la façon dont il travaille, qui est un petit peu différente aujourd'hui de ce que c'était il y a quelques années, évidemment. Et puis dans une deuxième partie, Benjamin l'entrepreneur. Et là, j'aimerais qu'il partage avec vous, parce que je sais qu'il est bon là-dedans, très bon, sa capacité à gérer la motivation, le stress, inspirer confiance, comment on réagit à une mauvaise nouvelle, comment on réagit à un mandat qu'on perd, enfin, ce qui est le quotidien dans l'entrepreneur. Et je crois que à côté des techniques, la façon de gérer ce genre de comportement, c'est très important aussi pour les gens qui nous écoutent. Donc, une fois que cette introduction est faite, Benjamin, merci pour l'accueil, on est ravis d'être avec toi. Comment ça va d'abord? Est-ce que tu es en forme? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Merci d'être venu nous voir à Lyon jusqu'ici. Tu sais qu'on est stéphanois, nous. Je sais, ouais, je sais. Personne n'est parfait. Hein. Non, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis super content, super heureux. Donc je me présente peut-être. Allez, vas-y. Allez, donc je m'appelle Benjamin Gachet, j'ai 32 ans. J'ai un master en finance, je suis haut-savoyard à la base, j'ai un master en finance à Lyon et à l'issue de mon master, j'ai vendu pendant 2 ans et demi des défibrillateurs cardiaques. Donc, rien à voir avec le domaine de l'immobilier. Donc tes clients c'était des restaurants, des ERP, des établissements qui recevaient du public. Et moi mon rôle était de leur faire souscrire à des contrats pour les équiper en défibrillateurs cardiaques. Cause noble. Après 2 ans, j'aspirais à autre chose. Du coup, je décide de rentrer et de pousser la porte d'un market center, du market center Keller Williams à Lyon. Alors, il faut savoir que c'était le 2e market center français qui venait s'implanter sur le marché français. Donc, personne ne connaissait quasiment la marque, on peut dire ça. C'est très peu connu en France. Personne ne connaissait. Il y avait tout à faire. Les process, les méthodologies, les formations. C'était vraiment, je me souviens, la première année où moi je connaissais absolument pas le métier, l'activité, je connaissais pas le marché. Étant pas lyonnais, c'était quelque chose pour moi assez compliqué. Enfin, du coup, il a fallu que je me forme. J'arrive dans une société qui était qui commençait, où c'était, ça me fait penser à quelque chose où les formations elles étaient traduites du modèle américain au modèle français. J'ai ce souvenir, on était 24 dans la première formation. Je regardais, je discutais avec mon coéquipier, mon collègue de droite, c'était un garagiste, mon collègue de gauche, c'était un restaurateur. Donc la première session très compliquée puisqu'il n'y avait personne qui faisait de l'immobilier. Et du coup, première année. Beaucoup de reconversions et tu étais dans ce Beaucoup de reconversions, voilà. Et juste pour comprendre pourquoi Keller Williams plutôt qu'une enseigne ou une agence vitrée classique, un autre réseau de mandataires, à l'époque qui était déjà bien important. Qu'est-ce qui t'a convaincu de choisir Keller Williams? Le destin. À la base, j'étais pas parti pour faire de l'immobilier. J'ai mis un CV sur Indeed. Keller Williams m'a contacté pour me dire que voilà, il cherchait des agents. Au début, je me suis dit moi indépendant, pourquoi pas? Je ne connaissais pas. J'avais 27 ans à l'époque. Et puis finalement, j'ai fait ce qu'on appelle une soirée d'intégration, une soirée porte ouverte, une présentation.
Et puis je me suis dit finalement, c'est ce métier-là. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Ah, vraiment pas grand-chose, ouais. Non, mais tu ne regrettes pas ton choix, mais on aura l'occasion d'en... Absolument pas, non, absolument pas. Ton parcours, donc depuis 2017 à aujourd'hui, peut-être un peu rapidement, on rentrera après dans le détail des méthodes, de techniques. Benjamin vous le dira, mais c'est un très gros producteur, comme tous les gens qui passent dans cette émission de chez Keller Williams, mais j'allais dire, ça n'a pas été le cas dès le départ. Non. Et c'est normal, est-ce que tu peux nous raconter un peu allez, disons les 2 premières années, un peu compliqué, et puis depuis l'explosion, avec peut-être quelques chiffres aussi pour que ça parle aux gens qui nous écoutent. Ouais, complètement. Effectivement, comme tu l'as dit, première année très très compliquée, parce que je sortais d'un métier de salariat où je gagnais très bien ma vie, je prenais 4-5 000 euros net à 26 ans, donc c'est beaucoup. Sur un métier où tu es indépendant, sur un métier où tu dois te former, donc première année très très compliquée. Je crois que je prends 28 mandats sur la première année, de mars à décembre, et j'en vends 4, je fais 26 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc beaucoup de pertes, 4 sur 28, c'est plutôt un mauvais ratio. Ouais, oui, complètement. Qui s'est amélioré par la suite, mais pour que les gens nous écoutent. Okay. Complètement. Deuxième année, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Mais bon, le chômage arrive à sa fin. J'ai ce souvenir où je commençais à être un petit peu en difficulté financièrement parce que bon, j'avais le chômage, mais bon, je voyais l'échéance arriver et il fallait accélérer. J'avais plus que 3 mois de chômage. Je devais pas mal de sous à ma petite sœur, 20 000 de mémoire, et je me souviens, retour d'une prospection en porte-à-porte, où je dis à mon collègue, Claudien, je suis dans la merde, j'ai plus que 3 mois de chômage, j'ai 25 000 euros de dette, ça va être compliqué. Et puis là, j'ai eu un déclic quelques semaines après, où je commence à faire une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes. Et puis la deuxième année, je finis à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Combien de ventes ça? 10 ventes. Après la commission moyenne, c'est 10 000 euros à Lyon. Exactement, 10 ventes avec une commission moyenne à 10 000 euros. Ce qui est au-dessus de la moyenne nationale. Je rappelle aussi un peu les chiffres, qu'on est plutôt à 7 000 en national, 7 000, 8 000. Ouais. Plus à Paris évidemment, mais Lyon c'est un marché où l'immobilier est cher. Donc dis-moi que la deuxième année, c'est déjà une activité rentable. Ouais. Donc tu es déjà content à la fin de la deuxième année? Je suis content, mais je vois qu'on peut faire beaucoup plus. C'est ça qui est génial dans notre métier, c'est qu'on n'a pas de limite. Je dis souvent ce qu'il y a une limite. On peut vraiment, en fonction des objectifs que l'on se fixe, on peut aller chercher la lune. Et donc, je continue à bosser. Je suis un gros bosseur. J'ai des grosses amplitudes horaires. Et troisième année, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Puis, 1 vente, 2 ventes, 3 ventes, tout s'enchaîne. Je finis la troisième année à 230 000 euros de chiffre d'affaires. Plutôt 20 à 25 ventes. Ouais, 20-25 ventes. À courir dans tous les sens. À être un peu moins efficient. On se rend compte qu'on perd des affaires parce que justement on est débordé. On peut moins bien traiter nos clients, on peut moins bien les accompagner. Du coup, je me rends compte qu'il va falloir que je trouve des leviers pour pouvoir développer encore plus mon chiffre d'affaires. Okay. Et au bout de la troisième année, puisque en fait notre modèle Keller Williams nous le permet, on peut créer, mais on reviendra peut-être après, notre agence dans l'agence. Non, c'est intéressant que tu nous le racontes maintenant. Dans la deuxième partie, tu nous raconteras comment tu manages cette équipe, comment tu les as recrutés, parce que c'est une vraie question d'entrepreneur. Mais comme là, on est sur ton parcours, si je résume un peu les 3 premières années, forte croissance de ta production perso. Tout à fait. 4 ventes, 10 ventes, 25 ventes. Ouais, à peu près. Ça paraît quand même de voir. Dans un marché qui allait bien, mais qui n'était pas euphorique comme on l'a connu après. Donc c'était des années 2017, 2019 où tu as surperformé largement le marché. Et fin 2019, tu te rends compte que tout seul, tu auras du mal à aller beaucoup plus loin. C'est ça le raisonnement? Il est exactement là. Exactement. Et donc début 2020, qu'est-ce qui se passe? Juste avant le Covid, tu commences à te dire que... Je décide de créer ma méga team dans l'agence Keller Williams. Donc une méga team, c'est quoi? C'est une agence dans l'agence. La première étape, ça a été l'embauche de mon assistante, de mon bras droit, Marie, qui m'a déchargé toute la partie administrative, ce qui représentait à peu près 30% de mon temps. De ton temps. Voilà. Tu l'avais mesuré ça? Ouais, je l'avais à peu près mesuré. Okay. Ouais. Donc 30% de mon temps que j'ai dégagé sur des parties qui étaient chronophages, qui ne permettaient pas de produire. Si tu peux être concret sur ces parties chronophages, c'est rédaction des mandats. Rédaction des mandats, rédaction des annonces, gérer les notaires, gérer les syndics, gérer la solvabilité des acquéreurs, toutes ces parties qui ne permettent pas de produire. Du jour au lendemain, c'est Marie
qui s'occupe de ça. Qui s'occupe de ça. Voilà. Donc tu gagnes 30% de temps. 30% de mon temps. Alors, au début, c'est un peu compliqué, la mise en place, puisque j'étais habitué à tout faire, tout seul. Donc, il a fallu un certain temps d'adaptation. Il a fallu qu'on trouve nos marques, chacun. Puis, au bout de 3-4 mois, on se rend compte que ça fonctionne, que ça marche bien. Et là, je décide de prendre un agent commercial en plus, de le former. Et puis, l'idée étant de me décharger tout sur ce qui était visite. Voilà. Okay. De me décharger du temps parce que la relation acheteur. La relation acheteur. Parce qu'aujourd'hui, la plus-value d'un agent immobilier, c'est d'aller chercher le vendeur, d'aller chercher les mandats. En tout cas, sur le marché. Et c'est ce que tu sais faire, c'est là où tu es bon. Voilà, exactement. Donc, l'administratif, Marie, la relation acheteur, un commercial qui arrive 2020 aussi. 2020 aussi. Donc, très vite, tu passes de 1 à 3. 1 à 3, voilà, tout à fait. Je me rends compte que finalement, Lucien, la personne qui se reconnaîtra, je fais une bise, qui finalement est bon dans la partie vendeur, donc rendez-vous R1, estimation, monter les stratégies de vente. Je me rends compte qu'il est très très bon là-dedans. Et puis je rencontre une personne qui me propose de faire de la prospection téléphonique, donc me faire la pige directement. Donc Marie, administratif, la prospection téléphonique, avec une personne qui m'envoie des rendez-vous pige. C'est de la pige, voilà, classique. Voilà. Du coup, qui m'alimente en rendez-vous. Il nous alimente beaucoup, puisqu'il nous alimente de 10 à 15 rendez-vous par semaine, voilà, grosso modo. Une personne à plein temps. À plein temps, ouais. Tu rapportes à peu près 10 à 15 rendez-vous par semaine, voilà, avec de la pige. Tout à fait, okay. Tout à fait. Donc, on se rend compte c'est très difficile de les traiter, tous ces rendez-vous. Ouais. Donc là, je recrute deux spécialistes vendeurs supplémentaires. Ok. Voilà. Et l'équipe grossit. Et l'équipe grossit. Et aujourd'hui, parce que, peut-être pour résumer, 8-9 personnes dans l'équipe aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, une branche administrative. Administrative, prospection, spécialistes vendeurs, donc les spécialistes vendeurs qui vont faire les R1, qui vont faire les estimations, qui vont prendre les mandats, qui vont monter des stratégies de vente. Ouais. Et spécialistes acheteurs, où eux vont identifier, qualifier les demandes, les critères des acheteurs, et qui vont également faire des visites sur certains produits. Donc tu as bien segmenté toute la chaîne d'une transaction. Toi, à titre perso, et puis tu nous expliqueras dans la deuxième partie comment tu manages. J'imagine que le management est maintenant partie importante de ton job. Tu continues à produire en direct, donc à aller chercher des mandats en direct. Ouais, tout à fait. Que les mandats. Que des mandats, donc pas les acheteurs. Très peu. Ou très peu, sauf cas exceptionnel, tu m'expliquais juste avant la vidéo. Et donc cette organisation, elle t'a permis de passer, peut-être pour donner quelques chiffres, donc je rappelle, en 2019, en tout cas cette année-là, 22 ventes pour 230 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 et en 2021 avec la nouvelle organisation en termes de chiffres pour que chacun puisse mesurer la croissance? Alors 2020, on n'a pas forcément évolué parce que bon, il y a eu le Covid, il y a eu la mise en place, voilà, on a pris un peu de transition. Année de transition. L'année dernière, on finit l'année à 550 000, et là cette année, l'objectif il est d'aller chercher le million. Et tu es d'accord, à la fois le 550 000 de 2020 T1 et le million attendu, on te le souhaite évidemment en 2022, c'était impossible à faire avec ta prod perso tout seul. Impossible. Il y a un moment donné où il faut les journées, les journées comme je le dis souvent, elles font 24 heures, la semaine fait 7 jours. C'est pas possible. Il faut trouver des solutions, et le levier humain permet d'aller chercher des gros chiffres d'affaires. Donc c'est intéressant ton exemple. Alors Keller Williams se permet effectivement de créer des agences dans les market centers ou des agences dans les agences, en tout cas vous donne la liberté à ses meilleurs producteurs de développer leur équipe. D'autres réseaux avec des fonctionnements différents et des méthodes différentes le permettent aussi. Et à chaque fois c'est la même histoire, c'est tout seul, on peut pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Alors sur certains marchés on peut monter peut-être à 300-400 000 tout seul, dans des marchés parisiens où les prix d'immobilier sont chers. Peut-être qu'à Lyon le maximum c'était 250, 200, c'est là où tu étais. Peut-être 300 les très bonnes années. 300, 350, mais c'est pas le beaucoup plafond. plus haut. Ouais, et donc c'est ta capacité à recruter qui a permis. En termes de méthode de travail, de technique, et là je refais un flashback, je reviens à 2017-2018 parce que tu dis c'était des années où il a fait ça, mais où tu fais quand même, tu captes presque 20 mandats, tu as dit, en la première année. Ouais, la première année, ouais. Bon, comment on va aller chercher ces 20 premiers mandats quand on connaît personne à Lyon, qu'on n'a jamais fait d'immobilier de sa vie, et qu'on a quelques techniques données par le réseau, mais on expérimente? Bon, on se pose pas trop de questions. On se pose pas trop de questions.
Comme je le dis souvent, il faut taper dedans. Ça demande une grosse charge de travail. À l'époque, c'était quoi ta journée type, si tu t'en rappelles? Je commence très tôt le matin et je finis tard le soir. Je devais commencer à 8h et puis je finissais à 20h. Je faisais beaucoup de... les 2 premières années, beaucoup de prospection. Alors, si je dois résumer une journée, on commençait la prospection à 10h jusqu'à midi et demi. On allait taper aux portes, on allait offrir des estimations gratuites sans engagement à l'ensemble des propriétaires du quartier autour de l'agence. Donc voilà, on essayait d'avoir un pied dans l'appartement. Ça, on le faisait jusqu'à midi et demi, de 13h30 jusqu'à 14h30, 15h, on faisait de la pige, donc la prospection téléphonique. Donc sur le bon coin, on ouais, appelle les gens qui veulent vendre en direct, on essaye de leur proposer nos services. Exactement. Et ensuite, le soir, 17h, 19h, on retournait aller taper à nos petites portes pour rencontrer le maximum de personnes, faire le maximum d'estimations dans le but de faire grossir notre base de données, tout en essayant de prendre contact avec ces personnes tous les 2-3 mois, de façon à faire grossir notre réseau. Donc Benjamin, si je comprends bien, la première année, tu es resté concentré sur les territoires autour de l'agence, 3 arrondissements de Lyon, tu m'expliquais, et t'es pas allé au-delà. Non, parce que je voulais rester focus et puis maîtriser un micro-marché. Plutôt que de partir dans tous les sens. Alors effectivement, si l'occasion se présentait, un mandat en dehors de ma zone de chalandise, j'allais le prendre parce qu'au début, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais en tout cas, j'essayais vraiment de rester sur cette zone que je maîtrisais, que je connaissais, et que le marché, il répondait aussi à l'attente des clients acheteurs que j'avais. Donc tu nous as parlé de ces 3 arrondissements que tu labourais porte à porte. Est-ce que tu as développé une stratégie de prescription auprès des commerçants, des concierges, des restaurateurs dès le départ, ou quasiment dès le départ? Dès le départ, peut-être pas dès le départ, mais très rapidement du moins, où on allait effectivement voir les commerçants pour essayer de sympathiser un petit peu avec eux. Beaucoup les concierges, les gardiens. Vieille technique d'agent immobilier. Vieille technique d'agent immobilier qui marche super bien. De toute façon, il n'y a rien à inventer. Hein. Alors, il faut être besogneux, ça prend un peu de temps, il faut sympathiser avec eux, mais ils sont souvent ils sont souvent en première loge pour les bons tuyaux. Donc, on essayait d'être copains au maximum avec les gardiens. Ouais. Et comment tu fais la différence vis-à-vis peut-être ou des agents immobiliers qui sont passés avant et qui ont aussi essayé de devenir amis avec le gardien? Tu lui parles d'un système d'apporteur d'affaires, de rémunération? Ouais, pas tout de suite, parce que ça, effectivement, là, c'est plutôt une récurrence où il faut semer ses graines. Il faut y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, avec toujours le smile. Il n'y a pas un argument massif, c'est plutôt la relation sur le long terme. C'est la relation sur le long terme, ça prend du temps. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être besogneux. Et besogneux et focus sur le territoire. Parce que tu peux pas t'amuser à être copain avec des concierges qui seraient un en dehors de Lyon, l'autre en plein centre, et donc tu préfères un territoire peut-être plus réduit, enfin c'est ta stratégie de ce que j'en comprends, mais où tu reviens plusieurs fois. Tout à fait, vraiment maîtriser son marché. Exactement. À l'usure, ça marche. Donc ça c'est pour les concierges. Sur les commerçants, c'est la même stratégie? C'était la même stratégie, qui nous voient, que les commerçants nous voient. Donc beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Il faut sortir, il faut se montrer, il faut aller discuter, il faut échanger avec les serveurs, il faut échanger avec pour leur dire que on est des agents immobiliers. Et il faut les éduquer également en leur expliquant que s'ils entendent quelque chose sur le territoire, sur le secteur, ils ont une carte. Et ça a porté ses fruits au bout de combien de temps? C'est que la prescription, parfois, on travaille pour le futur, mais pour un futur relativement lointain. Toi, de mémoire, c'est ta première vente qui a été apportée par un prescripteur, ça a pris combien de temps? Ça prend du temps, c'est comme aller faire des estimations en porte-à-porte, ça prend du temps. Je me souviens plus exactement, je pourrais pas te le quantifier, mais ça a pris plusieurs mois. Ça a pris plusieurs mois. Par contre, après, c'est des tuyaux qui sont donnés, ça devient assez récurrent et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça fait du volume. Ouais. Et donc, entre le moment où tu commences et le moment où tu commences à staffer ton équipe, tes stratégies de conquête de mandat, elles reposent exclusivement sur la pige, la prescription, le porte-à-porte, ou il y a d'autres choses que tu mets en œuvre au fur et à mesure. Avant, on l'a compris que tu recrutes une équipe et que là, tu sépares bien les activités. Ouais, beaucoup de la prospection terrain, de la pige, comme tu l'as dit, de la prescription
Et un petit peu de réseau aussi. Un petit peu de réseau, faut pas hésiter à montrer et à dire aux gens, à notre entourage. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. On va en parler juste après. D'accord. Tu me fais la transition parfaite, mais je te pose cette question pour expliquer aussi aux gens qui nous écoutent que la deuxième année, tu fais 10 ventes, puis après 23 ventes tout seul. Je parle avant même que tu constitues l'équipe. On peut passer de 0 à 25 ventes avec des techniques relativement traditionnelles, relativement classiques, bien faites, bien exécutées, focus sur un territoire bien délimité. Il n'y a pas un effet waouh, une application que tu aurais été le seul à utiliser. Ouais, non, j'ai rien inventé, encore une fois. J'ai suivi le modèle, j'ai écouté ce qu'on me disait, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais voilà, il faut le faire, il faut se mettre en action et c'est la récurrence, c'est vraiment de semer ces petites graines au fur et à mesure. Ça peut peut-être paraître bateau ce que je vais dire, mais voilà, c'est vraiment, c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, ceux que je vois complètement réussir, c'est ceux qui sont récurrents. Besogneux. Résilience. Je te pose après une question sur la stratégie digitale qui était la tienne, que tu as mis en œuvre assez tôt, et puis maintenant tu as une grosse communauté, notamment LinkedIn, que tu expliquais. Juste pour revenir sur le tout début, c'est que tu dis on était 24 dans la première formation. Ouais. J'imagine que les 24 n'ont pas tous prospéré comme toi. S'il y avait un truc où tu te dis, bah ça je l'ai mieux fait qu'eux sur les 2-3 premières années, et c'est pour ça que je suis arrivé à faire très vite 20 ventes, alors qu'eux ont arrêté ou ont fait autre chose. S'il y avait une chose. Ouais. Je pense que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est un métier qui parfois peut être compliqué, où émotionnellement c'est pas facile tous les jours. Un peu, comme je le dis souvent, l'ascenseur émotionnel. Ouais, exactement, les montagnes russes. Non, ce qui a fait que j'ai réussi et que certains de mes camarades de la promo n'ont pas réussi, c'est le travail, je pense. C'est le travail, les convictions, le travail, la persévérance, l'abnégation, la résilience. À partir du moment où tes techniques de prospection mettent du temps à porter leurs fruits, par définition, il y a une prime à ceux qui tiennent sur la distance et versus les autres qui abandonnent ou qui changent de stratégie, peut-être parfois trop souvent. Ça, c'est un point qu'on entend souvent. On en parlera dans la deuxième partie, évidemment. Stratégie digitale, stratégie sur les réseaux sociaux. Ouais. Peut-être 2 questions en une. D'abord, comment tu as commencé? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est au bout de 2 ans? Et puis aujourd'hui, ton activité digitale, à quoi elle se résume? Voilà les 2 questions sur ce sujet. Ok, alors très rapidement, je me suis mis sur les réseaux sociaux, notamment au début sur Facebook, sur Instagram, également très rapidement sur LinkedIn, où aujourd'hui j'attache énormément d'importance sur LinkedIn. J'essaye d'alimenter ma communauté par un ou 2 posts par semaine. De façon à montrer aux gens que je suis là, que j'existe. Donc cette communauté, aussi bien des agents immobiliers que des anciens clients, que des amis. C'est le principal réseau que tu utilises, LinkedIn? C'est le principal réseau aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ça c'est intéressant. Donc 2 posts par semaine. Grosso modo. Tu t'y tiens? Ouais. C'est quoi le contenu de ces posts? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qui marche le mieux parmi les posts que tu fais? C'est la vie quotidienne d'un agent, quelques produits de temps en temps, et puis voilà, on donne un petit peu quelques chiffres, quelques actualités sur le marché, quelques actualités sur notre équipe aujourd'hui, quelques actualités sur ce qu'on fait, sur les services qu'on peut proposer. Mais on essaye d'alimenter assez régulièrement, en ayant une petite patte un peu humoristique pour sortir un petit peu du lot, quoi. Donc pour te trouver, Benjamin Gachet sur LinkedIn, tout le monde peut te trouver facilement. Ouais, et voir donc ton sens de l'humour. J'espère, ouais. Donc Benjamin, est-ce que tu as un exemple précis d'un mandat qui t'est arrivé, d'un contact, d'un prospect, où tu t'es dit, où tu as imaginé que ce contact venait aussi grâce à tes publications sur LinkedIn, grâce à ta communauté LinkedIn? Ouais. Alors, j'ai pas d'exemple de mandat qui serait venu par le biais de LinkedIn. En revanche, ce que je constate, c'est que souvent, quand je croise des potes que j'ai pas vus ou ou des connaissances que j'ai pas vues depuis un certain nombre d'années, me disent Benjamin, c'est incroyable, c'est extraordinaire, je te suis sur les réseaux, je vois que ça cartonne et je le fais pour une image, pour donner des nouvelles et puis voilà, pour dire que je suis effectivement là. Et si demain ils ont une problématique immobilière, je suis là pour y répondre. C'est la partie un peu immergée du réseau.
Des gens que même toi, potentiellement, t'avais oublié, ou en tout cas, on a tous des amis dans notre liste chaude, comme on dit parfois, ou dans notre réseau un peu élargi. Et ben, les réseaux sociaux, ça sert aussi à maintenir le lien avec eux. Et ça, je le dis aussi aux gens qui nous suivent, vous ne publiez pas sur les réseaux sociaux pour intéresser les gens que vous voyez toutes les semaines. Tant mieux si ça les intéresse, tant mieux s'ils like, tant mieux s'ils commentent. Les réseaux sociaux, ça a quand même cette chance d'être lu par des gens qui sont beaucoup plus indirectement reliés avec vous. Là, Benjamin parlait d'amis qu'il n'avait pas vu depuis 3 ou 4 ans. Bah, le jour où il le voit, il se rappelle qu'il est agent immobilier, et dans les 10 qui vendront, il y en a 3 qui penseront à lui. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et merci pour cet exemple. Peut-être dernière question avant de passer à la deuxième partie. Ouais. Les avis clients, c'est très lié à la stratégie digitale. Je sais que c'est quelque chose à laquelle tu donnes un grand soin. Aujourd'hui, quand on tape ton nom sur Google, on tombe sur quel site d'avis clients et quel type de notes, et est-ce que ça t'est utile, est-ce que ça te sert? Ouais, j'attache une grande importance aux avis clients, parce que l'avis client, bah, c'est aussi le témoignage de l'expérience qu'a vécu ton client. Du coup, j'attache une grosse importance, et effectivement, à mon sens, une personne, un client vendeur ou acheteur qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, va taper ton nom et il va être réconforté s'il voit qu'il y a 50 avis ou... C'est ton cas, tu as 50 avis toi? Je dois avoir une cinquantaine d'avis, ouais. Sur quel site? Sur Benjamin Gachet, ou alors Success Group, le nom de ma société. Où je dois avoir, j'ai un avis négatif sur 50. Sur 50. Et le reste, c'est très positif. C'est ultra positif. Donc pour toi, c'est très important. Ouais, c'est ultra important. Merci Benjamin pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour une deuxième partie où je poserai des questions à Benjamin, l'entrepreneur, sur sa façon de gérer ce que j'appellerais un peu le quotidien d'un entrepreneur, le stress, la motivation, l'énergie, la passion, puis avec un angle évidemment, vous l'aurez compris, aussi recrutement managérial, puisque maintenant Benjamin est à la tête d'une équipe de 10 personnes. A tout de suite. On est de retour dans cette émission dans la tête d'un top vendeur. Aujourd'hui, notre top vendeur, c'est Benjamin Gachet du réseau Keller Williams, qui vous a raconté dans cette première partie son parcours, la façon dont il travaillait. Et comme on le dit souvent dans notre newsletter, à ce micro, dans les échanges qu'on a, dans la vie d'un conseiller immobilier, il y a les techniques, les méthodes. Il faut les appliquer, il n'y a pas tellement de secrets. Puis il y a l'état d'esprit. Et parfois, des bonnes méthodes avec un mauvais état d'esprit, ça produit très peu de résultats. En revanche, et ça est un peu l'histoire de Benjamin, des bonnes méthodes bien exécutées avec un état d'esprit de winner, de gagnant, combatif, et ben ça fait le parcours qui vient de vous être décrit. Et dans cette deuxième partie, on va essayer de comprendre un peu les ressorts de cet état d'esprit. Et je vais avoir une approche un peu chronologique pour commencer. Il y a toujours le jour 1, la première prospection, le premier matin où on se lève et où au fond, on est indépendant, donc on peut ne pas aller au travail, personne ne nous en voudra, on fait ce qu'on veut, mais il faut y aller quand même. Toi, comment tu as géré, je te ramène 5 ans en arrière, ces premières semaines, ces premiers mois, comment tu t'es mis un coup de pied aux fesses pour parler clairement? Ouais, bon, c'est le cas de le dire. Non, c'est toujours un peu... les débuts sont toujours un peu compliqués. La prospection, c'est toujours un peu compliqué. Le porte-à-porte, c'est toujours un peu compliqué. On a toujours peur du refus. Donc il faut se mettre un grand coup de pied dans les fesses, il faut un peu débrancher le cerveau, et puis j'aime souvent dire, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Il faut faire cette première fois, puisque une fois qu'on a fait cette première fois, on le fait une deuxième fois, ça devient plus marrant, troisième, quatrième, et puis plus on pratique, plus on devient bon. Et la peur recule. Et la peur recule, tout à fait, et la confiance en soi arrive, et c'est ce qui nous fait avancer. Ouais. Toi, si tu devais un peu le mesurer, c'est au bout de combien de semaines ou de mois de départ où tu t'es senti à l'aise dans cette activité de porte-à-porte? De porte-à-porte, très rapidement, puisqu'on y allait tous les jours. Donc les 15 premiers jours, si je puis dire, ça a été toujours un peu compliqué. Mais une fois que le matin, au bout de 4 portes de taper, on commence à se dire, bon, bah finalement, c'est pas fait manger par la personne qui nous a ouvert. Et puis, on y va, on continue, on va pas partir en vacances avec eux. Donc, et c'est en faisant qu'on gagne confiance. C'est pas en se posant 1000 questions seul chez soi. Si tu commences, excuse-moi, je te coupe. Bien sûr. Si tu commences à te poser des questions, t'es mort. Faut débrancher le cerveau et puis rentrer dedans, quoi. Et ça, quelqu'un dans l'équipe te l'a expliqué, ou tu t'en es rendu compte au fur et à mesure que tu étais meilleur, quand tu étais plus léger dans ton approche de cette activité, où on t'en a parlé, ou les deux? Non, c'est un constat que je me suis fait. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver devant la porte en me disant
puis on se trouve quelque chose à faire, et puis finalement c'est pas le bon jour, et puis commence à se polluer l'esprit, et puis finalement cette porte, je l'ai pas tapée, et puis je suis parti, et je suis retourné au Market Center. Voilà, il y avait peut-être un mandat derrière, voilà. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que chaque porte tapée, on a une chance sur deux d'aller chercher une estimation, parce que c'est soit oui, soit non. Donc c'est le raisonnement qu'il faut se dire, et puis surtout, voilà, pas hésiter. Et au bout de 15 jours, après c'est bon, on est un vieux briscard du porte-à-porte. Ouais, une fois que ça devient un rythme, une fois que ça devient naturel, on passe outre cette peur, et ça devient même un plaisir. Eh bah, c'est un message d'espoir pour les gens qui nous écoutent, une activité qui parfois rebute, mais toi tu l'as bien vécu, tu l'as pris du bon côté. Une fois que la porte s'ouvre, comment on inspire confiance, alors je dirais même pas gagner la confiance parce que souvent on n'en est pas là à ce stade là, mais comment on inspire confiance? Est-ce qu'on est plutôt soi-même? Est-ce qu'on essaie de jouer un rôle? Est-ce qu'on prépare beaucoup ce type d'activité? Est-ce qu'on a une phrase toute faite, très concrète? Toi, au bout de ces 15 jours, 3 semaines où tu as commencé à être à l'aise, c'est quoi les trucs et astuces et l'état d'esprit avec lequel tu entamais la discussion quand c'était possible? Je pense qu'il faut pas se donner un rôle, il faut rester soi-même, avec ses caractéristiques intrinsèques, et j'ai essayé d'être le plus naturel possible. Tu me parlais de préparation, effectivement, un rendez-vous, ça se prépare à l'avance. Il faut savoir de quoi on va parler, comment on va amener le client, comment on va lui expliquer comment on va pouvoir l'accompagner. Tout ça se prépare effectivement, et encore une fois, plus on pratique, plus on devient bon, plus on a des automatismes, plus on prend confiance en soi. Et voilà. Mais ça prend du temps, ça prend de l'exercice, de l'entraînement, et ça se fait pas du jour au lendemain. Alors ça, c'est comment on inspire confiance, j'allais dire, au départ, et quand la porte s'ouvre, au premier rendez-vous. Au moment de signer le mandat, là il s'agit vraiment de gagner la confiance, c'est-à-dire que c'est vraiment en demande de signation. Est-ce que là tu as une façon particulière de préparer? Est-ce que par exemple tu dis plutôt au vendeur ce qu'il a envie d'entendre, ou est-ce que tu as plutôt une approche de dire je préfère être transparent et gagner la confiance comme ça? Est-ce que quand tu vas dans un quartier peut-être que tu connais moins, tu te renseignes avant beaucoup pour apparaître comme un expert? Voilà, sur un R2 ou R3 avec un vendeur, c'est le money time, comme on peut dire. Ouais, alors tu me parles de maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ouais, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je maîtrise tellement ce que je dis, j'ai tellement confiance en moi et j'ai tellement confiance en ce que je dis que généralement, la personne que j'ai en face de moi va le sentir qu'il a en face de lui quelqu'un qui maîtrise. Et voilà, je vais l'amener là où j'ai envie de l'amener, même peut-être de temps en temps en faisant un peu d'anti-vente, mais j'ai un taux de transformation de mandat qui est assez important. Je crois que je fais 1,3 rendez-vous pour un mandat aujourd'hui. Ok. Donc c'est pour 10 mandats, il faut 13 rendez-vous. Voilà. Donc c'est plutôt très bon, et ça veut dire que tu maîtrises. Ouais. Mais c'est en pratiquant. C'est ça. J'ai fait 555 rendez-vous vendeur depuis 1 an, depuis 5 ans, pardon. Donc voilà, quasiment 100, alors beaucoup plus maintenant qu'avant, mais si on lisse, donc 2 rendez-vous vendeurs par semaine pendant 5 ans. C'est ça. Et t'estimes que au bout de 6 mois ou 1 an, tu commençais à savoir faire et à convertir. Ouais, exactement. C'est tes chiffres en tout cas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Donc c'est aussi là un message d'espoir pour les gens qui nous écoutent, et on voit là. Parce que ce qui est très difficile, et peut-être tu as un conseil à donner, c'est que une fois que tu as acquis cette confiance, ça paraît facile. Et même pour toi, on voit bien que maintenant tu y vas, tu convertis. La question, c'est comment on arrive à montrer à l'extérieur une forme de confiance, même si on l'a pas vraiment encore acquise. Ouais. Et là, il y a un petit jeu d'acteur, ou en tout cas de surjouer parfois. Est-ce que ça, tu l'as senti quand on arrive en... Ouais, non, enfin, j'ai jamais joué à un jeu d'acteur parce que je suis pas un bon comédien. En revanche, j'ai beaucoup pratiqué, je me suis beaucoup entraîné. Aussi, on a beaucoup de jeux de rôle aussi des jeux de rôle qui t'ont aidé qui m'ont permis. Puis beaucoup de formation aussi. La formation, je pense que c'est quelque chose qui est ultra important, qui m'a servi, qui me sert encore. Je me forme constamment. Du moins, j'essaye au maximum. Encore aujourd'hui. Avec les profs. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé d'ascenseur émotionnel, et c'est pour nous un élément très important. Est-ce que tu réagis de la même façon à un mandat que tu pensais vraiment avoir, que tu n'as pas eu il y a 5 ans ou aujourd'hui? Est-ce qu'au fond, à l'époque, c'était la catastrophe et tu en mettais tout en cause, et aujourd'hui c'est moins le cas? Et si oui, quel conseil tu donnes aux conseillers immobiliers qui se lancent ou qui sont là depuis 6 mois ou 1 an,
et qui parfois dans la même journée vont voir 3 mandats leur échapper. Et un entrepreneur, il doit aussi savoir vivre avec ça. Toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Comment tu l'as géré et quels conseils tu auras à donner? S'il y a 3 mandats qui lui ont échappé, le quatrième, ça sera le bon. Il faut rien lâcher, il faut se battre. Effectivement, aujourd'hui, je suis j'ai un peu plus de recul par rapport à l'activité, donc je suis moins touché si je ne veux pas prendre le mandat ou si je ne veux pas faire la vente, puisque je fais beaucoup plus de volume. Mais à l'époque, quand j'avais peu d'activité, ben voilà, il arrive des fois d'échouer et il faut savoir se relever et puis retourner au charbon, retourner pour se battre. Enfin, et on y retourne tout de suite quand on nous appelle à 10 il ne heures, faut pas se poser de questions. ou alors on prend 2 jours pour faire autre chose? Non, c'est tout de suite. Voilà, c'est un rythme. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut avancer. Donc, moi, ce que je peux dire, ceux qui voilà, ont échec sur échec, de continuer, puisque c'est la persévérance qui va faire que la réussite sera au bout. C'est ce qu'on essaie d'expliquer souvent. Il y a toujours demain, il y aura des biens à vendre. Et après-demain aussi, il y aura des mandats à aller chercher. Et c'est parfois pas toujours facile de se remettre tout de suite. J'ai l'impression que c'est une de tes grandes qualités. On voit bien, même que je pense il y a 5 ans, si on s'était rencontrés, t'as un fonceur, tu l'as dit. Ton expérience, c'était je débranche le cerveau, c'est ça? Ouais, complètement. Ouais. Alors, et tout le monde, je pense, comprend ce que ça veut dire. Et c'est une forme d'abnégation et je trouve ça intéressant. Et alors, la question qui vient juste après, c'est maintenant que tu as une équipe de 10 personnes, dont 4-5 producteurs avec toi ou 5-6 producteurs qui sont directement avec toi. Ouais. Comment tu leur inculques ces valeurs-là, qui ont fait leurs preuves avec toi, donc qui sont les bonnes? J'imagine que c'est pas inné et que tu les formes, tu les amènes avec toi, tu leur expliques que tu es aussi passé par des mauvais moments. C'est quoi le... Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup d'échanges sur mon parcours. J'essaye de donner au maximum l'exemple de façon à ce qu'ils puissent piocher dans certains process que j'ai mis en place. Et j'essaye d'être effectivement toujours optimiste, toujours positif, toujours aller de l'avant. C'est pas grave, il y a eu quelque chose qui s'est pas passé comme on le voulait. On continue, on avance et puis c'est la vie. Le chemin est semé d'embûches et la vie d'un entrepreneur, c'est répondre trouver des solutions à des problématiques. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui résume aujourd'hui bien, je trouve, le métier d'agent immobilier. Et on trouve ces solutions si on est positif, si on est un peu tourné vers l'avenir et une forme de croyance dans le fait que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Alors que si on... dans une forme de défaitisme qu'on voit chez certains de vos collègues, parce que tout le monde ne réussit pas, et toi, on a l'impression que tu n'es jamais trop rentré dans cette spirale-là et tu as toujours réussi à en faire une... Enfin, je pense que c'est la leçon que les gens retiendront de notre entretien, et je trouve qu'en tout cas, c'est ce que moi j'en retiens. Merci pour ces échanges. La dernière question de cette émission, c'est toujours la même. Ouais. C'est de nous citer un. Je crois que tu vas nous en citer 2. Et on t'autorise cet écart-là. 2 entrepreneurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, parce que tu inspires d'autres gens, mais d'autres gens t'ont inspiré. De toute façon, on est tous le fruit aussi d'autres influences. C'est qui ces 2 entrepreneurs qui t'ont inspiré? Par leur parcours, moi j'aime bien le punch d'Anthony Bourbon. Le fondateur de Feed qui est une boîte qui fait c'est de l'agroalimentaire, c'est des sortes de repas mais dans un seul pot, comment on pourrait dire, en levure, non, en levure, je sais pas exactement, manger très vite le midi, vous allez FEED. C'est vrai que Anthony Bourbon est un influenceur sur la... Qu'est-ce que tu lui trouves, qu'est-ce que tu retiens quand tu regardes 20 minutes de vidéo de Anthony? C'est un guerrier, c'est un puncher, c'est quelqu'un qui fonce, il est là pour il est là pour se battre, il est là pour et je trouve que voilà, ça me représente bien parce que on fait un métier qui est compliqué, où il y a quand même de la concurrence, où il faut on parte au combat et j'aime bien cette qualité qu'il a, de foncer. Et on partage souvent les vidéos d'Anthony Bourbon sur notre newsletter, donc vous le verrez passer. C'est effectivement quelqu'un qui s'est fait connaître notamment pour être dans l'émission Qui veut être mon associé. Exactement. Il a parfois quelques CI sorties qui sont pas mal. Et le deuxième alors? Et le deuxième, j'aime beaucoup aussi, puisqu'on va rester dans les entrepreneurs français, Marc Simoncini, qui mythique, Angel, qui est un business angel aussi également, et j'aime bien le personnage, j'aime bien sa personnalité, son histoire aussi qui est assez intéressante, où qui a fait un peu l'ascenseur émotionnel qu'il a dû vivre pendant quelques années, et voilà, c'est pour ça que je choisirais ces 2 personnes. Okay. J'aime beaucoup moi l'exemple de Simoncini parce que
Quand on regarde où est Simoncini aujourd'hui, que ce soit la réussite entrepreneuriale, financière, etc., et qu'on regarde où on en est nous tous, on peut dire mais il y a un écart qui est énorme, on n'y arrivera jamais. Mais il ne faut pas regarder Simoncini aujourd'hui, il faut déjà regarder où était Simoncini il y a 20 ans, et puis voir qu'effectivement il est passé par des hauts, par des bas. C'est pas quelqu'un qui est né entrepreneur, il n'a pas commencé si jeune que ça. Parfois on parle aussi de Xavier Niel. Xavier Niel, il a monté Free, il avait déjà 33 ou 34 ou 35 ans. Et donc en réalité, on imagine toujours que les gens sont nés et puis qu'à 18 ans, ils avaient plein d'idées. C'est pas le cas. Et donc je trouve ça intéressant l'exemple de Simoncini qui montre que effectivement il y a des hauts et des bas. Et l'entrepreneur parfait qui a 16 ans avant Facebook, il n'y en a qu'un quoi. Voilà, il n'y en a pas 36 000. Et je crois que c'est aussi un bon exemple que tu cites là qui me permet de rebondir là-dessus. Merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Merci pour cet entretien vraiment passionnant. C'est toujours un plaisir de venir à Lyon. Je reviendrai. Je vous invite à venir visiter d'ailleurs le Market Center Abondance. Rue de l'Abondance. Rue de l'Abondance, ouais. À Lyon, ouais, en plein centre. Là en plus, il commence à faire beau, donc vraiment venez, faites-vous plaisir. Merci Benjamin pour le partage de conseils, de méthodes. Et puis la deuxième partie plus personnelle, intéressante. Merci. Et puis je te dis à très vite. À très vite. Merci en tout cas, hein, c'était cool. Merci à toi. Et puis à très vite pour un prochain épisode de notre émission Dans la tête d'un top vendeur. Au revoir.